Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser au moment Pierre Mendès France et à la première phase de la guerre d'Algérie, qui va avoir lieu entre 1954 et 1958. Alors, durant cette période, il y a des atouts apparents. On a des gouvernements ambitieux et réformateurs, notamment avec Pierre Mendès France, élu de juin 54 jusqu'à juin 55, et Guy Mollet, de février 56 à juin 57. On a un espoir de rebond pour le régime et une croissance forte malgré des crises politiques et des oscillations conjoncturelles, un ancrage dans la République moderne. Mais on a toujours des problèmes coloniaux qui s'alourdissent avec la guerre d'Algérie et qui pèsent sur tous les aspects de la vie sociale et politique. La première phase des années algériennes de la France, un régime qui donne une impression de faiblesse croissante. Alors il y a des enjeux, comme le fait de comprendre les fragilités spécifiques de la quatrième République, le sens et les retombées du drame algérien, mais valoriser aussi les aspects structurels tels que la croissance et la modernisation et les réformes de longue portée. On va donc s'intéresser au moment PMF entre juin 54 et février 55, qui est un moment d'espoir qui est occupé d'entre espoir et entrave, avec le recours à un homme politique atypique, le poids des enjeux extérieurs et un gouvernement ambitieux mais entravé. Ensuite, on va voir la poursuite des réformes et de la croissance entre 1955 et mai 1958, avec de nouveaux équilibres politiques et le gouvernement de Guy Mollet. Et enfin, on va s'intéresser au poids croissant de la guerre d'Algérie, l'impuissance des gouvernements forts et mollets, et la quatrième République victime de la situation en Algérie, entre mai 57 et mai 58. Alors d'abord, commençons avec le moment Pierre Mendès France, entre espoir et entrave, entre juin 54 et février 1955. Tout d'abord, il faut commencer par parler du fait que Pierre Mendès France, c'est pas n'importe qui, c'est un homme politique atypique. C'est un radical progressiste. Dans un contexte de crise majeure et d'espoir de l'homme providentiel, il est élu, enfin il est choisi. Et Pierre Mendès France, qui est né entre 1907 et 1900 et qui est mort en 1982, et fait partie d'une famille juive aisée, peu pratiquante. C'est un avocat de formation. Il est engagé en politique dès 1924 au sein du Parti radical. Jeune turc, député de l'Eure en 1932 jusqu'en 1940 et devient maire de Louviers. Il est embarqué sur le Massilia le 21 juin 1940 et rejoint Londres en 1942. Il est ministre de l'économie du gouvernement provisoire de la République française en 1944 jusqu'à 1945, puis il démissionne en 1945. De nouveau député en 1946 jusqu'à 1958, et il fait partie de l'aile gauche du Parti radical. C'est une figure c'est une figure assez estimée et assez appréciée. En juin 1953, il rate de justesse l'investiture. Il est soutenu par le journal L'Express. En juin 1954, il tranche par sa fermeté et sa méthode, ce qui plaît. Une investiture grosse d'ambiguïté. Le discours d'investiture de notre fameux Pierre Mendès France a lieu le 17 juin et s'engage à régler la question indo-chinoise avant le 20 juillet. Il s'engage également à régler la question de la CED. Il annonce des réformes de structure. C'est un homme modernisateur. Il choisira lui-même ses ministres. Il refuse la double investiture. Il défalquera les voix communistes de sa majorité pour ne pas avoir les mains liées. C'est une investiture assez large, 419 voix pour et 47 contre. On voit donc sa popularité assez importante. Il dispose également d'un soutien assez hétérogène et on s'interroge s'il est fondé sur des malentendus. Il y a également 143 abstentions sur les 609 députés. Il défalque les 99%, il défalque 99 voix communistes, soit 320 fois, j'ai pas compris très bien cela, et la méfiance du MRP. Alors, il forme, ça j'ai pas très bien compris cette investiture large, mais il faut quand même le prendre en compte. Il forme un gouvernement non conformiste de centre-gauche.
Il suscite l'enthousiasme d'une partie de l'opinion et du milieu politique. Il prend lui-même le poste de ministre des Affaires étrangères. Euh, les principales figures du gouvernement de Pierre Mendès France. Alors d'abord, il y a Pierre Mendès France, qui est président du Conseil et des affaires étrangères. C'est assez curieux, il a pris deux postes. On a François Mitterrand, assez curieux, UDSR, qui est ministre de l'Intérieur. On a également Pierre Koenig, RPF, Défense nationale entre juin et août. Ou Edgar Faure, du Parti radical, qui est aux finances. Robert Buron, EMRP, qui est pour l'outre-mer. Il n'y a ni socialiste ni communiste, quelques MRP et CNIP et quelques gaullistes dissidents. C'est assez cocasse quand même, parce que Pierre Mendès France, il me semble qu'il est assez de gauche. Le poids des enjeux extérieurs. Il doit faire un choix réaliste en Indochine, puisque Pierre Mendès France se rend à la conférence de Genève et entame des négociations avec le Viet Minh et les représentants du Laos et du Cambodge. Le 20 et le 21 juillet, il y aura l'accord de Genève avec 3 armistices. Un pour le Vietnam, le regroupement des forces sur le 17e parallèle, plus le référendum et les élections prévues en 1956. L'intégrité du Laos et du Cambodge sont confirmées. Il n'y a pas de lien post-colonial avec le Vietnam. Les conseillers américains s'implantent dès 1955. La France ne participera pas à la guerre qui s'enclenche en 1964. En France, il y a des accords approuvés par l'Assemblée nationale le 22 juillet avec 462 voix pour, 13 contre et 134 abstentions. L'opinion est soulagée ou indifférente. En revanche, une large partie de la droite et de l'armée en veut à Pierre Mendès France, le bradeur d'empire, il l'appelle, et il veut éviter la même erreur en Algérie. Les soldats maghrébins vont s'inspirer du Viet Minh. Par ailleurs, ils vont s'inspirer du Viet Minh. Alors, l'Indochine en 1954 va mener à un lourd bilan pour la France avec 46 000 morts, dont 20 000 Français métropolitains, 11 000 légionnaires, 15 000 Africains, plus 46 000 Sud-Vietnamiens, 8 à 9% du budget annuel sur la durée du conflit, l'enterrement de la CED et le réarmement de la RFA. Mendès France demande aux députés de prendre une décision et tente de renégocier le traité avec des partenaires européens. Le 30 août, une majorité de parlementaires, 319 contre 169, décide qu'il n'y a pas lieu de débattre sur la ratification de la CED. Le projet est donc enterré sans vote. Le crime du 30 août pour le MRP et les cédistes. Cela va donc être nommé le crime du 30 août, parce que le 30 août, la majorité des parlementaires vont décider que la CED, c'est rien, il n'y a pas moyen à débattre, il n'y a pas lieu à débattre sur ça. Donc ça va être nommé le crime du 30 août pour le MRP et les cédistes, les fans de la 7, quoi. Et il y aura également les accords de Londres en septembre 1954 et de Paris en octobre 1954. La RFA et l'Italie adhèrent au pacte de Bruxelles, qui devient l'UEO, et la RFA retrouve sa souveraineté militaire et intègre l'OTAN. L'Allemagne est réarmée, mais dans un cadre atlantiste et non spécifiquement européen. Le PMF, Pierre Mendès France, a réglé les deux principaux problèmes extérieurs, mais en se faisant beaucoup d'ennemis. Il y a des tensions quand même qui vont persister en Afrique du Nord, au Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et depuis 1950, les fortes tensions en Tunisie et au Maroc sont notamment représentées par le fait que le protectorat a une faible... Le protectorat entre 1881 et 1912, avec une faible présence française, un résident assiste les souverains, et le sultan du Maroc et bey de Tunis. En août 1953, le sultan du Maroc, Sidi Mohamed Ben Youssef, a été déposé et déporté par le président en Corse, puis à Madagascar, remplacé par un sultan pro-français, Mohamed Ben Arafa, oui c'est ça, Ben Arafa. En Tunisie, Habib Bourguiba, leader du parti nationaliste néo-Destour, en résidence surveillée en France de 1952 à juin 1955. Et dans les deux pays, les grèves et les émeutes se multiplient. Le 31 juillet 1954, le discours de Carthage de Pierre Mendès France promet l'autonomie interne à la Tunisie,
qui va être acté en juillet 1955. Mais le statut est peu viable dans le contexte de croissance des indépendances et des tensions algériennes. On va donc avoir un horizon rapide d'indépendance. En Algérie, la situation est spécifique. Le nord est assimilé au territoire français, divisé en 3 départements depuis 1848. 10% de la population est de souche européenne et juive, souvent anciennement implantée. Et les inégalités se sont renforcées depuis la guerre et le statut de 1947 est un échec. Les inégalités dans l'Algérie colonisée en quelques chiffres. D'abord, on va voir que la population en 1906 est pour 4 millions de personnes, 4 478 000 musulmans et 680 000 Européens. Mais quand on s'intéresse au salaire journalier moyen d'un ouvrier agricole, le salaire journalier moyen d'un ouvrier agricole musulman est de 380, tandis que celui d'un Européen est de 1000. Et la taille moyenne des exploitations agricoles pour un ouvrier musulman est de 14, tandis qu'il est de 100 hectares pour un Européen. D'ailleurs, le salaire est en francs, 380 francs pour un musulman et 1000 francs pour un Européen. Et on observe également que le taux de mortalité infantile est de 181 pour 1000 pour un musulman, alors qu'il est seulement de 46 pour un Européen. On observe donc des inégalités. On peut également s'intéresser à un dernier, la scolarisation dans le primaire, qui est de 20% pour les musulmans et de 100% pour un Européen. Alors, le statut de l'Algérie en septembre 1947. C'est un ensemble de départements dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, en égalité théorique avec tous les citoyens. Mais pour l'accès aux droits et aux emplois civils et militaires, mais la distinction entre citoyens de statut civil français et citoyens de droit local est maintenue. Un gouvernement général assisté d'un conseil de gouvernement détient le pouvoir exécutif et administratif. Une assemblée territoriale de 120 membres a une certaine puissance, parce qu'elle est dotée de compétences budgétaires, financières et législatives partielles. Elle est élue pour 6 ans selon le système du double collège, et chacun des collèges élit 60 membres. Le premier collège est constitué de 470 000 citoyens de statut civil français, plus 58 000 citoyens de droit local intégrés pour diverses raisons, ce qui va mener à 528 000 électeurs. Le deuxième collège, qui est composé de 1,4 million de citoyens de droit local, uniquement pour les hommes, jusqu'à 1958. Le mouvement nationaliste algérien évolue au fil du temps. Ferhat Abbas, modéré radicaliste, qui est pour une union populaire algérienne, manifeste du peuple algérien, union démocratique du manifeste peuple algérien, 1946 jusqu'à 1956. On a également Messali Hadj, un plus radical, un parti populaire algérien de 1937 à 1939, et plus le mouvement religieux nationaliste des oulémas. Face à l'immobilisme colonial, une minorité se détache. En mars 1954, on a la fondation du Comité révolutionnaire d'union et d'action, le CRUA, qui devient en octobre le Front de libération nationale et fonde en novembre l'Armée de libération nationale, l'ALN. Et le Front de libération nationale, on le connaît tous, c'est le fameux FLN. Le 1er novembre 1954, on a une vague d'attentats avec la Toussaint Rouge. Le gouvernement de Mendes France réagit avec fermeté mais envisage des réformes. En janvier 1955, on a la nomination du gaulliste libéral Jacques Soustelle comme gouverneur. C'est un espoir pour d'une solution négociée. Point d'interrogation. Un gouvernement ambitieux mais entravé. Oui, c'est ça. On a une ambition modernatrice et sociale, un gouvernement soucieux de modernisation économique, avec le plan de modernisation économique plus le deuxième plan Hirsch, entre 1954 et 1957, pour favoriser l'avenir industriel de la France et la recherche scientifique. Une politique qui est anti-alcoolique remarquée, avec la distribution de lait dans les écoles et la lutte contre les bouteilles de cru, mais des réformes limitées, avec un manque et un déficit budgétaire. En effet, il y a une distribution de lait dans les écoles, c'est assez marrant. Bref.
La France en 1954, une situation intermédiaire, la croissance forte mais irrégulière, 8% 50, 1950, 3% 52, 53, autour de 5% entre 54 et 58. La production indice 100 en 1938, 155 pour l'industrie et 120 pour l'agriculture. On voit donc une bonne amélioration, une bonne croissance, mais qui est assez irrégulière, mais pas mal. La modernisation se produit, la consommation de masse se démocratise. Il y a les premières grandes surfaces avec Leclerc en 1951, Darty en 1957. Il y a la confirmation du baby boom. Les gens sont assez... bref. Oui, donc les gens font des bébés, quoi. Il y a plus de 800 000 naissances par an avec une baisse du taux de mortalité. euh, avec 16 pour 1000 en 1945, ce qui va diminuer jusqu'à 12 pour 1000 en 1954. La population française en 1954 est donc de 43 millions. Mais on a quand même une inflation et un déficit budgétaire chronique, des retards dans l'agriculture, une dépendance à l'aide américaine avec les 12 milliards de dollars entre 44 et 59, une crise de logement récurrente depuis les années 30. L'hiver 1954 a quand même été assez chaleureuse, puisqu'il y a la campagne de l'abbé Pierre, le fameux abbé Pierre, lol, pardon, de l'abbé Pierre en faveur des mal logés. Oh là là, quel bel homme, quel bonhomme, très 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 généreux cet abbé Pierre. Bref, l'hiver 1954, enfin, l'abbé Pierre est venu avec une campagne en faveur des mal logés. On a également le financement des HLM qui passe de 53 milliards en 1953 à 130 milliards en 1955, mais qui va rester insuffisant. Mais malgré ça, il y a quand même de la croissance et une baisse du taux de mortalité. Donc, on est quand même dans une situation assez intermédiaire. Le mandéisme, c'est-à-dire le Pierre Mendès Francisme, a un style, un esprit, une référence. Alors, le mandéisme est attaché à un parlementarisme, mais qui reste assez critique vis-à-vis des pratiques de la 4ème République. S'appuie aussi sur des conseillers, des hauts fonctionnaires, et s'adresse à l'opinion à travers de ses causeries du samedi. Il refuse la démagogie, assume des réformes impopulaires. En décembre 1954, il forme des mini-réformes institutionnelles. Le mandéisme tente de se structurer, mais reste une nébuleuse informelle. Ce n'est pas vraiment un parti en vrai, c'est plus une nébuleuse informelle. Un échec lourd de conséquences, malheureusement, puisqu'en fait, une accumulation de critiques et d'ennemis va mener au fait qu'au 5 février 1955, une majorité se forme contre lui, 319 voix contre, 273 pour, 22 abstentions. Pierre Mendès France va donc quitter le gouvernement. Il est hué par ses détracteurs et regretté par ses partisans. Aïe aïe aïe, le bon fameux Pierre. Et la dernière embellie de la 4ème République, c'est une question qu'on se pose. Donc, il y aura une poursuite des réformes et de la croissance entre février 55 et mai 58, avec de nouveaux équilibres politiques, il y aura du changement, il y aura le gouvernement d'Emmanuel Faure, j'imagine, ça doit être ça son prénom, qui va prendre place en février 1955 jusqu'en 1956, avec une politique inscrite dans la continuité, la préparation de l'autonomie de la Tunisie et du Maroc sous l'égide d'Antoine Pinet, Ouda de Pinet, ministre des Affaires étrangères. Il a une certaine fermeté en Algérie, avec l'état d'urgence, les premiers envois d'appel au sein de la sécrétion administrative spéciale, ou SAS. Il cherche à relancer l'Europe avec la conférence de Messine en juin 1955, mais il a une forte rivalité avec Pierre Mendès France au sein du Parti radical. En décembre 1955, de forts manœuvres pour provoquer la dissolution de l'Assemblée et des élections anticipées, ce qui va donc mener à une exclusion du Parti radical. Edgar Faure, né en 1908 et qui est un avocat de formation, qui va rejoindre le Parti radical en 1931, gagne la Tunisie en 1942, puis l'Algérie, travaille pour le GPRF, participe au procès du Nuremberg, le GPRF, gouvernement provisoire de la République française. Il est ministre du budget en 1950, il est président du conseil en 1956,
En décembre 55, il manœuvre pour dissoudre l'Assemblée nationale et exclut du Parti radical. Ah oui, ok, il n'exclut pas le Parti radical. Il n'est pas exclu du Parti radical enfin, il est juste exclu du Parti radical. On le vire de son parti, c'est ça le truc. En 59, il est réintégré au Parti radical et devient sénateur. Ministre de l'Agriculture en 66. Bref, il a eu une carrière politique assez mouvementée, quoi, jusqu'à devenir président de l'Assemblée nationale en 73. Des équilibres politiques pour les élections de janvier 1956. Trois pôles sans majorité solide. On a le PCF, qui est isolé, mal déstalinisé. Je ne savais pas que ce terme existait. Avec le rapport Khrouchtchev en février 1956. Un front républicain autour de Pierre Mendès France, avec la SFIO, l'UDSR, les radicaux plus les gaullistes sociaux, avec l'éventuel appui des communistes. Un espoir de front populaire, pour l'interrogation. Le centre droit autour d'Edgar Faure, pas d'Emmanuel Faure, mais d'Edgar Faure. MRP, la droite, les radicaux et l'UDSR, les modérés et le reste des gaullistes. Et c'est un acteur politique inattendu et jugé inquiétant. On parle d'ailleurs de poujadisme. Le mouvement Poujade, une résurgence d'extrême droite. À l'origine du mouvement, antifiscal est organisé par un petit commerçant du Lot, Pierre Poujade, né en 1920 à Saint-Céré dans le Lot. Lié à l'occupation du PPF aux Compagnons de France, a rejoint l'Algérie et la France libre en 1943. Il épouse une pied noire, il devient ensuite papetier à Saint-Céré et conseiller municipal. En 1953, il s'oppose à un contrôle fiscal créé par l'UDCA et le mouvement se politise en perspective des élections de 1956, groupe Union et Fraternité Française, UFF. Le discours nationaliste anti-parlementaire, sortez les sortants, xénophobe, pro-Algérie française, intéressé à l'origine par le mouvement Poujade, le PCF réclame ensuite un front républicain contre le retour du fascisme. Alors là, le mouvement Poujade, c'est un mouvement qui va prendre place et qui va rappeler une certaine extrême droite. Les résultats des élections du 2 janvier 1956, émiettement des voix, bascule à gauche, surprise Poujade. Ah bon? Le Parti communiste reste puissant mais isolé avec 25,8%, 150 sièges sur 595. La CFIO se maintient à un niveau moyen. Les mandéistes du Front républicain percent modestement avec 11%, donc 77%, non, 77 sièges. Le centre droit radical ne convainc pas, 3,85%, 14 sièges. Le MRP poursuit son déclin, 10%, 83 sièges. Les modérés se maintiennent, 15%, 95 sièges. Les gaullistes CNRS sont résiduels, 4,4%, 22 sièges. Et le mouvement poujadiste effectue une percée surprise qui inquiète, 2,6%, 52 sièges. Le mouvement poujadiste, c'est l'extrême droite en fait. Pas de majorité claire, le président René Coty choisit Guy Mollet plutôt que Pierre Ménès France. Et donc on a une nouvelle personne à la tête de la République française. Guy Mollet est né en 1905, c'est un orphelin, il effectue des études d'anglais, il est professeur dans le secondaire. Il a rejoint la SFI en 1923 à 18 ans, actif au sein du syndicalisme enseignant. Il s'engage dans la résistance au sein de l'ECM. Il est prisonnier de guerre en 1940, il est libéré en juin en 1941. Guy Mollet, c'est un résistant quand même. Il est maire d'Arras, député jusqu'en 1975. Il devient secrétaire général de la SFIO en 1946. Il est plusieurs fois ministre entre 1946 et 1951, anglophile, européiste et atlantiste. Il soutient PMF en 1954. Il est rallié au Front républicain pour les élections de 1956. Il est désigné président du Conseil à la place de PMF, largement investi. Et le plus long gouvernement de la 4e, mais un des plus... il est à la tête du plus long gouvernement de la 4e, mais un des plus controversés. Alors, le gouvernement de Guy Mollet, de février 56 à mai 57, des avancées sociales et politiques importantes. En effet, ce gouvernement est marqué par des avancées sociales importantes, un gouvernement social dans la lignée du Front populaire. Le gouvernement est marqué à gauche,
avec 18 ministres du SFIO, 14 radicaux, des UDSR, 2 gaullistes sociaux, et un contexte de croissance et de modernisation, une croissance du PIB autour de 5,5%, c'est pas mal, par an entre 1954 et 1957, un pays qui entre dans la société de consommation. On a des réformes de gauche avec la troisième semaine de congés payés en février 56, des mesures pour le pouvoir d'achat et des catégories populaires, la relance de la laïcité. Les partis de gauche demandent l'abrogation de la loi de Marie et de Barranger sans succès. Mais on a une politique jugée trop coûteuse dans un contexte de problèmes financiers récurrents. Le gouvernement de Kimolé est composé de personnalités qui sont pour beaucoup de gauche, comme Christian Pinault, qui est aux affaires étrangères, qui fait partie de la SFIO, Paul Ramadier, affaires économiques SFIO, Gaston Defferre, outre-mer SFIO. On a un peu du DSR avec François Mitterrand, qui est à la justice. On a également René Billère qui est à l'éducation, qui est radical. Mais on a beaucoup de gauche dans ce ministère. Ce gouvernement est européiste. Hein. Le gouvernement est européiste parce qu'il est, au cœur de la création de la CEE et de l'Euratom entre 56 et 57. Guy Mollet est un européiste convaincu. Et pour lui, c'est une période de relance de la construction européenne, qui est notamment marquée par la conférence de Messine en juin 1955. En 1955, il y a également le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Pour les États-Unis d'Europe. En avril 1956, il y a le début des négociations intergouvernementales sur la relance européenne. Il y a une vision socialiste de la construction européenne qui entend maintenir la souveraineté de la France en matière atomique. En octobre et en novembre 1956, il y a la crise de Suez liée au conflit algérien, qui renforce la nécessité de se recentrer sur l'Europe. Le 27 mars 1957, il y a le traité de Rome avec la CEE et l'Euratom. La CEE et l'Euratom, à la CECA s'ajoute la CEE, la Communauté économique européenne, qui a pour but de construire une union douanière, principe de libre circulation et la création de fonds spécifiques, Fonds social européen, FSE, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen de développement. La la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom, a pour projet de développer le nucléaire civil. Les institutions de la CECA s'adaptent. Chaque communauté est dotée de la commission exécutive spécifique. Le Conseil des ministres est un organe pilote. L'Assemblée commune passe de 78 à 142 membres. La Cour de justice voit ses compétences élargies. Et en 1965, il y a des fusions des exécutifs avec la naissance de la Commission européenne. On a une politique de réforme également en Outre-mer. En Afrique du Nord, on a des indépendances devenues inéluctables. Au Maroc, l'exil forcé du sultan n'a rien résolu. Le gouvernement français doit négocier. Le 6 novembre 1955, des accords de la Celles-Saint-Cloud avec l'indépendance dans l'interdépendance. Le 16 novembre 1955, le retour triomphal du sultan du Maroc. Le 2 mars 1956, l'indépendance définitive avec Mohamed Ben Youssef qui devient roi du Maroc le 14 août 1957. En Tunisie, on a l'autonomie interne qui est accordée en juillet 1954 par PMF, qui est effective en juin 1955, avec l'indépendance complète du 20 mars 1956, par ricochet de l'indépendance marocaine avec Habib Bourguiba qui devient Premier ministre. Des tomes sur la voie de l'autonomie. On a des progrès des libertés démocratiques dans le cadre de l'Union française, avec la presse, les partis, les débats au sein des assemblées territoriales. Entre 20 et 25 parlementaires d'Afrique subsaharienne participent à la vie politique française, regroupés au sein des différentes formations, IOM, VIDA. En juin 1956, la loi cadre de Gaston Defferre, qui met en place la suppression progressive du double collège pour les élections locales, municipales et assemblées territoriales, et de nouvelles attributions aux assemblées territoriales, l'africanisation des cadres, la politique de développement économique et social, et le processus d'indépendance est déclenché. Les politiques d'indépendance est déclenchée. Alors, cela va mener à une situation intéressante puisque on aura des leaders africains qui vont être unis à la France, comme Léopold Sédar Senghor,
qui est né au Sénégal, qui a fait des brillantes études en France, agrégé de grammaire, publie de la poésie, euh, et qui est engagé dans l'armée entre 1939 et 1940. Il est fait prisonnier, il manque d'être fusillé par les Allemands. On a également Félix Houphouët-Boigny, qui est né au Côte d'Ivoire en 1905, et qui également fonde le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, qui rejoint le Rassemblement démocratique des Africains. Et donc, on aura deux leaders africains qui vont s'unir à la France durant cette période, ce qui est assez intéressant, ce qui est assez surprenant également pour cette période. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Et, euh, et voilà, quoi. C'est très intéressant. Donc, le poids croissant de la guerre d'Algérie a l'impuissance des gouvernements forts et mollets. Tout d'abord, on a une situation de plus en plus tendue sur le terrain entre 1950 et 1955 pardon, et 1958. Il y aura la guérilla du FNN, l'autodéfense des colons, avec une escalade de la violence entre le 20 et le 25 août 1955. Il y aura du massacre d'Européens et d'Algériens pro-français dans le Constantinois, le massacre de Philpelleville, suivi de violentes répressions de l'armée. La politique de la France aussi entre réforme et répression. L'armée ne veut pas abandonner l'Algérie comme en Indochine. En avril 1955, les lois sur l'état d'urgence renforcent les moyens des policiers, mais pas d'état de siège, car l'Algérie reste considérée comme une partie intégrante du territoire français. Les opérations de maintien d'ordre. De contradiction du gouvernement Mollet, Guy Mollet est un homme de gauche aux intentions libérales. C'est une campagne électorale qui a été menée pour la paix en Algérie, la campagne électorale de 1956. À son arrivée au pouvoir, il remplace Jacques Soustelle par Gall Cartrou, réputé plus ouvert sur ce sujet, mais il va évoluer vers une politique plus répressive. En 1956, il se rend à Alger, la journée des tomates, et remplace Cartrou par Robert Lacoste, ministre résident, et ça donne une image de faiblesse du pouvoir. Il définit le triptyque, je ne sais pas pourquoi ça donne une image de faiblesse, mais bon, il définit le triptyque cessez-le-feu, négociation, élection. En mars 1956, il reçoit les pouvoirs spéciaux de l'Assemblée. Le 22 octobre 1956, il est arrêté. Il y a l'arrestation des 4 principaux leaders du FLN à bord d'un navire marocain détourné par l'armée française, ce qui va créer un scandale. Il y a l'envoi des croissants à des appelés le croissant des appelés, l'allongement du service militaire de 18 à 27 plus 30 mois, la multiplication des attentats du FLN, comme l'attentat du Milk Bar du 30 09 du 30 septembre, j'imagine, 1956. En janvier-octobre 57, il y a la bataille d'Alger avec le rabattage brutal de la ville par les paras de Gall Massu. Également intéressant dans ce contexte-là, on a la crise de Suez. En effet, cette crise de Suez souligne l'impuissance de la France et de l'anachronisme de sa politique néocoloniale. Le 26 juillet 1956, la nationalisation du canal de Suez par Nasser qui est considéré en France comme un dictateur. Le 29 octobre, la France et la Grande-Bretagne et Israël sont coalisés et interviennent militairement sur le canal. Le 5 novembre 1956, il y a la prise de contrôle du canal. Le 7 novembre, le cessez-le-feu imposé par les États-Unis et l'intervention est condamnée par l'URSS. Le 27 novembre, la force d'intervention de l'ONU s'interpose. Le 22 décembre, il y a le retrait définitif des troupes armées et coalisées. Fiasco diplomatique pour la France et la Grande-Bretagne, fragilise la position de Guy Mollet au gouvernement. Voilà, ça c'est la crise de Suez. On retourne au sujet de la guerre d'Algérie qui déchire le pays, l'opinion divisée, la droite et l'extrême droite défendent l'Algérie française, la gauche dénonce la torture et la violation des droits humains. Bref, c'est le bordel. L'extrême gauche et les intellectuels s'engagent aux côtés du FLN. Février 1957, création du réseau Janson et des porteurs de valises. Juin 1957, arrestation à Alger de militants des communistes Maurice Audin et Henri Alec, qui racontent son expérience dans la question en 1958. Les partis de gauche sont divisés, le PCF se méfie du FLN, ses militants se divisent. Au sein de la SFIO, certains dénoncent le national-mollettisme. Le 23 mai 1957, Guy Mollet perd sa majorité sur un enjeu politique social, mais c'est bien sa politique algérienne qui est en jeu. La chute du régime entre 1957 et 1958
Des gouvernements instables et impuissants, la difficulté croissante de former des majorités, le creusement du déficit budgétaire, l'armée semble échapper à tout contrôle, deux gouvernements radicaux très affaiblis, Maurice Bourget-Manori et Félix Gaillard. Et le 15 avril, entre le 15 avril et le 13 mai 58, on a un mois sans gouvernement. Le 13 mai 58, l'investiture de Pierre Fimelin, MRP, qui déclenche une émeute en Algérie et la formation du comité de salut public, le CSP, dirigé par les généraux de Salon et de Massu. Sous l'influence du gaullisme, le CSP réclame le retour de Gall de Gaulle. Le 24 jusqu'au 26 mai 58, un CSP se forme en Corse sous les ordres du CI Tommaso dans le cadre du complot Résurrection et risque de guerre civile, point d'interrogation, un inéluctable solution de De Gaulle, une inéluctable solution de De Gaulle, pardon. Le retour du général De Gaulle au pouvoir est préparé depuis le début de l'année par ses partisans, comme Debré, Soustelle, Massu. Et le 15 mai, il fait savoir qu'il est prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le 19 mai, il est à la conférence de presse. Croit-on qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur? 27 mai, il annonce la formation d'un gouvernement. Le 28 mai, la démission de Pierre Fimelin et la manifestation de la gauche. En 29 mai, la manifestation des pros-de Gaulle. René Coty appelle au pouvoir le plus illustre des Français. Le 1er juin, De Gaulle et son gouvernement sont investis par l'Assemblée, contre 329 voix contre 329 voix pour, 229 contre. Le Parti communiste plus une partie de la SFIO, des radicaux et de l'UDSR. Le 2 juin, l'Assemblée nationale lui confie les pleins pouvoirs pour 6 mois et vote la loi qui permet de réformer la Constitution. Bref, De Gaulle est puissant, De Gaulle est prêt. Pour une partie de la gauche, mauvais souvenir du 10 juillet 1940, accusation de coup d'État fasciste. La démarche a été formellement légale, mais dans une atmosphère de pression et de l'armée et de la peur civile, De Gaulle joue sur les ambiguïtés. La 4ème République sombre son gloire, ce qui renforce sa mauvaise réputation initiale. Un régime de naissance, conclusion bilan, un régime à la naissance laborieuse, à la fin glorieuse, mauvaise image, un discrédit durable du régime d'assemblée, des travers indéniables, instabilité ministérielle, 22 gouvernements en 11,5 années, manœuvre politicienne appartenant apparentement en 1951, dissolu en 1955, parti déchiré et instable, poids des oppositions au gouvernement, déséquilibres financiers et budgétaires récurrents, mais les réussites sont tout aussi indéniables. Reconstruction, modernisation, forte croissance, 4,5% par an en moyenne entre 51 et 59, réformes sociales importantes, lancement du projet européen, le poids déterminant des circonstances extérieures, la guerre froide et les guerres coloniales continuent entre 45 et 62. C'était donc tout ce qu'il y avait à dire sur cette longue période entre 54 et 58, le moment Pierre Mendès France et la première phase de la guerre d'Algérie, avec tous les gouvernements successifs jusqu'à l'arrivée de De Gaulle en 58. Merci beaucoup pour toute l'attention qui a été portée. Au revoir.